c'est un peu ça le problème de la course à pied. On met une paire de chaussures, c'est très facile d'accès, mais il y a des mécanismes d'entraînement qu'il faut comprendre, les appliquer, parce que si on s'entraîne mal, on va forcément se blesser. Il y a vraiment un cadre à respecter. Si on respecte ce cadre, c'est un excellent moyen d'être en bonne santé. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Sport ce matin et mon invité, je reçois Alexandre Prims. Bonjour. Bienvenue, vous êtes masseur kinésithérapeute, spécialiste de la prévention des blessures. Vous êtes également spécialisé des douleurs liées au monde du travail. Sur les réseaux, on vous connaît puisque vous êtes l'animateur de la page Instagram PAMS Thérapie. C'est ça, je pense que c'est un bon résumé. Voilà, une plateforme dédiée à la prévention des blessures et au soulagement des douleurs. Vous accompagnez également des sportifs, notamment dans des disciplines d'endurance comme le trail, la course à pied et le vélo pour les aider à surmonter les blessures et améliorer leur performance. Et vous êtes sportif vous-même. Je pense l'être, oui, effectivement, tout dépend où on met le curseur. Vous êtes marathonien, ultra-trailer et triathlète. Oui. Vous êtes ce qu'on appelle affûté. Je sais pas, vous pensez Est-ce que vous voyez, ça va de ce que je vois, vous êtes super affûté, mais en termes de course à pied, qu'est-ce que c'est l'affûtage ? L'affûtage, c'est une période particulière qui va être juste avant la course, où on va chercher justement à avoir un pic de forme. Ça dépend après la course qu'on prépare. Donc si on prépare une course qui va être longue, comme un marathon ou un ultra-trail, on va baisser un petit peu le volume justement 2 à 3 semaines avant la course. Par contre, si c'est une course qui va être plus courte, on va essayer de baisser justement une semaine avant la course, comme un 10 km, de façon à créer de la fraîcheur et arriver à 100% de ses capacités le jour de la course. Ça, c'est l'affûtage. Et pour un 20 km, alors vous placez le curseur où pour le 20 km ? Après, ce que je dis, il faut faire attention, c'est toujours à individualiser. Il y a des personnes qui aiment bien maintenir un bon volume de course justement jusqu'à la compétition, mais on est quand même tous d'accord et unanimes pour dire qu'il faut une baisse du volume et également de l'intensité, souvent pour pas continuer à mettre des séances trop coûteuses, de façon vraiment à pas créer de la fatigue inutile, parce que l'entraînement a quand même été dans sa globalité efficace, et là maintenant c'est la place au repos pour arriver en pleine forme le jour de la compétition. Bien, le trail, ça se gagne dans les descentes et pas dans les montées, contrairement à ce qu'on croit. Et oui, ça c'est vrai que c'est souvent une grosse erreur qu'on peut avoir. On imagine trail, donc ça veut dire il faut que je sois fort, il faut que je monte rapidement, mais on s'est rendu compte que c'est lors des descentes, et surtout des descentes prolongées, où on va avoir une grosse casse musculaire, parce qu'en fait c'est un mode excentrique qui se met en route, et ça va être très coûteux. Donc si on n'a qu'une descente, ça peut aller dans l'ensemble, parce qu'après on va réussir à gérer l'effort. Par contre, si on a un enchaînement de descentes, là ça va être beaucoup plus difficile de courir, on va avoir très très mal aux jambes. Et après c'est un des facteurs limitants, il y en a bien sûr d'autres en trail, comme aussi la capacité à ingérer des glucides tout au long des efforts, surtout des efforts prolongés. Il y a aussi l'endurance musculaire, il y a pas que ça, c'est un tout. Voilà, mais c'est en fait une croyance où on pense que dans l'entraînement en trail, il faut vraiment que je fasse du D+, du D+, du D+, alors que le D- c'est essentiel. Et surtout, si je peux me permettre, si j'ai le temps, c'est de faire du dénivelé négatif, mais mettre de l'intensité dedans. Ça veut dire on va faire des sorties plutôt longues et on va mettre un curseur dans les descentes où on va pousser pour justement casser de la fibre musculaire. Attention à ce type de séance qui peut être coûteuse justement. Il y a un risque de blessure qui est un peu plus important, donc toujours être progressif. On appelle ce mode de contraction l'excentrique, vous l'avez dit. Et juste, excusez-moi Philippe, je me permets parce qu'il y a une mode un petit peu en ce moment où on dit que le renforcement musculaire justement excentrique, où on va freiner la descente, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est on va mettre une barre, je descends doucement, donc ça c'est l'excentrique. À pleine charge. À pleine charge, c'est ça, avec une barre lourde. Et on entend que ça pourrait justement remplacer la descente. Si vous n'avez pas de descente à proximité, c'est intéressant, mais on n'est pas sur les mêmes niveaux de force. Si vous allez faire une descente à haute intensité, vous n'aurez jamais un tel niveau de force à la salle de muscu, et c'est important parce que ça peut paraître paradoxal, où on se dit oui, j'ai une barre de 5 kg, du coup je travaille beaucoup plus. Non, c'est faux. Le plus haut niveau de force, c'est dans des descentes à haute intensité. Vous publiez « Deviens ton propre coach du 10 km à l'Ultra Trail » chez Thierry Soucard. Septembre, c'est le mois où on rencontre beaucoup, chez vous, les kinés, de blessures dues à la reprise de l'été. Ouais, souvent, c'est vrai que c'est le cas, parce que on a un petit peu chez le coureur ce problème où on veut vite retrouver son niveau d'avant. Donc, par exemple, avant l'été, je courais mes 40 km, donc 4 fois 10 km par semaine.
j'ai fait une petite pause l'été, on sait comment ça se passe, un peu d'apéro, de sortie, de plage, un peu moins de sport, et c'est normal, il faut aussi profiter. Et on veut reprendre directement avec les volumes d'avant, sauf que le corps s'est désadapté. Donc toujours être progressif dans des reprises, essayer de reprendre plein de petits footings, dans des 2, 3, 4 km fréquemment, de façon à créer un peu des adaptations plus rapides. Et après, on peut revenir au bout de 2 semaines, 3 semaines au niveau qu'on avait avant. La sédentarité, c'est le mot sur toutes les lèvres aujourd'hui. Alors autant la marche est valorisée, autant la course à pied est montrée du doigt. On l'accuse d'user les genoux, de provoquer de l'arthrose aux hanches, ou encore d'abîmer les disques intervertébraux avec à la clé des douleurs lombaires. C'est donc que la course à pied, c'est mauvais pour la santé. Ouais, est-ce que vous en êtes convaincu ou pas ? Vous ? Non, moi je n'en suis pas convaincu. Mais je vous cherche, parce que c'est vrai que dans votre livre, vous décodez les mythes. Mais c'est vrai qu'après, ça devient des idées reçues et tout le monde dit ouais, mais de toute façon, moi je suis trop gros, donc je vais pas aller courir. Je l'entends trop souvent, malheureusement, que ce soit en cabinet ou même sur les réseaux. C'est vrai que moi, je partage toutes mes connaissances gratuitement sur Instagram. Je fais des posts, justement, comment s'entraîner, comment éviter les blessures. J'essaie vraiment de vulgariser tout ça. Et il y a vraiment un consensus que la course à pied, au niveau articulaire, c'est parfait, au niveau des genoux, des hanches, des lombaires, même au niveau des disques intervertébraux, on s'en est rendu compte. Il y avait même une étude qui a été, il y a maintenant quelques années, où on a comparé des sédentaires, des gens qui couraient à peu près entre 3 et 10 heures par semaine, et un autre groupe vraiment de niveau olympique. Donc je dis attention, c'est vraiment des coureurs olympiques. Et en fait, l'usure au niveau des cartilages, c'était la même pour ceux qui étaient olympiques et sédentaires. Ceux qui avaient un usage un peu récréatif, au contraire, il y avait une amélioration au niveau articulaire. Donc il n'y a pas photo. Donc ça, ce qui veut dire que c'est pas mauvais pour les articulations. Tout dépend, et c'est ça qui est important, c'est tout dépend comment on s'entraîne. Et c'est un peu ça le problème de la course à pied, c'est qu'on met une paire de chaussures, c'est très facile d'accès, mais il y a des mécanismes d'entraînement, et c'est pour ça que j'ai notamment fait ce livre, qu'il faut comprendre, les appliquer, parce que si on s'entraîne mal, on va forcément se blesser. Il faut être progressif, et il y a beaucoup de mythes sur notamment le débutant, où on va dire oui, il faut que tu cours un jour sur 2, doucement. Oui, parce qu'il y a un jour de récupération. Voilà, mais en fait non, on sait que le corps, justement, pour le débutant, là je le répète, plus votre corps va être soumis à des petits stress réguliers, plus il va rapidement s'adapter et plus il va être à même d'augmenter le volume après l'intensité. Voilà, donc il y a vraiment un cadre à respecter. Si on respecte ce cadre, c'est un excellent moyen d'être en bonne santé. Après, toujours pareil, il peut y avoir des petites blessures, des petites tendinopathies, mais versus des maladies métaboliques qu'on peut avoir lorsqu'on est sédentaire, je pense qu'il n'y a pas photo, donc on peut être blessé peut-être 2-3 semaines, c'est pas grave par rapport à avoir un prédiabète à 30 ans ou 40 ans. 80% des blessures chez le coureur sont dues à une mauvaise gestion du stress mécanique. Donc ça veut dire que le corps, il est habitué à encaisser des stress. C'est ça, exactement. Tout simplement, il y a la capacité de votre corps à encaisser ces stress et vous, l'entraînement que vous allez faire. Si vous dépassez les capacités de votre corps, vous allez droit à la blessure. Donc, savoir vraiment s'écouter, si vous commencez bien sûr, savoir commencer par des petits volumes, 2, 3, 4 km régulièrement, même alterner pour les plus débutants la marche et la course. Ça a du sens, et rester attentif à ces sensations. Est-ce que je suis fatigué le lendemain? Est-ce que ça va? Comment j'ai senti ma course? Est-ce que je suis toujours à bloc quand je cours, ou est-ce qu'au contraire je cours doucement, je prends du plaisir? Ça, c'est des indicateurs qu'il faut vraiment écouter, et aussi prendre des temps de repos, savoir prendre sur une semaine dans le mois notamment où je vais moins m'entraîner, récupérer, pour assimiler aussi ma charge de travail, car il ne faut pas oublier qu'on progresse quand on se repose. Souvent on a l'impression de plus je m'entraîne et mieux ça va aller. Non, la récupération, elle est hyper importante, et c'est ce qui fait la différence aussi entre les sportifs de haut niveau qui ont le temps de récupérer, qui n'ont pas de travail, versus les coureurs récréatifs qui eux, il faut enchaîner le travail, la vie perso, les enfants, etc. Comment est-ce qu'on peut évaluer son potentiel de récupération et du temps qu'on a besoin pour récupérer? C'est difficile, mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, justement, la qualité du sommeil. Est-ce que je dors bien en ce moment? Est-ce que je dors pas bien? Souvent, on se rend compte que quand il y a un surentraînement, le sommeil il va être affecté. La journée, je vais être fatigué. Je vais commencer à avoir des petites douleurs musculo-tendineuses. Il faut faire attention aussi au niveau articulaire. Est-ce que j'ai des petites alertes? Votre corps, il vous parle. Malheureusement, on est souvent sur les montres, on regarde les indicateurs. Je vois trop de gens qui me disent oui, sur ma montre, j'ai 3 jours de récup, j'arrête. Non, si vous vous sentez bien, vous êtes en forme, vous n'avez pas de douleur, tout se passe bien, continuez. A contrario, si votre montre, elle vous dit go, mais vous êtes fatigué, vous avez des douleurs,
Ben non, calmez un petit peu, faites un petit footing et croisez avec d'autres sports. Ça peut être intéressant de faire du renfo, du vélo, de la natation. C'est marrant parce que vous dites dans votre livre que le meilleur moyen de progresser, c'est pas de faire des sports croisés, c'est de continuer à courir. C'est sûr, ça c'est évident que le meilleur moyen c'est d'être dans la spécificité. Le sport croisé, ça aide pas forcément à progresser. Non. Ça c'est sûr, entre une séance de course à pied versus une séance de vélo, celle qui va vous faire le plus progresser en course à pied, ça va forcément être la séance de course à pied. Mais le vélo, justement, dans une période où je sens que c'est un petit peu dur au niveau musculaire, où je suis un petit peu fatigué, ça peut être bien pour soulager, limiter un petit peu les impacts au sol. C'est plus facile pour les muscles le vélo ? C'est un autre mode C'est moins traumatisant, Ben ouais, en fait, on a parlé en descente, en trail de l'excentrique. On n'est pas sur ce modèle-là en vélo, on est plus sur un mode concentrique. On n'a pas aussi ces impacts au sol qui viennent taper. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, il faut faire attention pour les débutants, et surtout les débutants qui font un autre sport. Par exemple, un cycliste qui voudrait se mettre à la course à pied, eh bien, il a peut-être plus de chances de se blesser en s'entraînant mal qu'un sédentaire qui se met à la course à pied. Ça peut paraître... C'est fou. Ça peut paraître bizarre. Ça peut paraître bizarre. Ouais. Mais en fait, pourquoi ? Parce que le cycliste, il va avoir une bonne base cardiovasculaire. Il va avoir un bon cardio, donc il va pouvoir faire 5, 6, 7, 8 km. Alors là où la personne sédentaire, elle, au bout de 1 km, 2 km, elle va commencer à être essoufflée et elle va être forcément restreinte sur son volume. Alors que le cycliste, s'il ne s'entraîne pas bien, il va pouvoir enchaîner la première semaine peut-être 30, 40 km, alors que le sédentaire, il pourra faire 10 km maximum. Donc au niveau des impacts, ça ne va pas être les mêmes. Il y en a un qui va avoir beaucoup plus d'impact, alors qu'il fait un sport porté, et il n'a pas cette capacité à encaisser ces impacts-là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on est un sportif d'un autre sport. Attention, si vous faites de la course à pied, à vraiment prendre votre temps, être à l'écoute de vos sensations. Voilà, on parle de course à pied ce matin avec Alexandre Prims, qui est masseur kinésithérapeute, qu'on retrouve sur les réseaux. Donc c'est PAMS.thérapie. Alors expliquez-moi pourquoi PAMS. Tout simplement un surnom de lycée, on s'appelait tous avec un Z à la fin. Moi c'était Prims, et ça, Prims c'était pas top, donc du coup j'ai pris le A d'Alex et c'est devenu PAMS. Ça a été comme ça. D'accord. Bon. Il n'y a pas d'explication, désolé. J'ai essayé de développer. Et tout le monde me le dit, il y a des raisonnements avec des tableaux Excel, mais non, il n'y a pas de, il y a pas forcément. Et d'ailleurs, j'embrasse tous mes amis qui ont un surnom aussi, Davs, Vads, etc. Et le Salves. Quelle est la citation ou la fausse croyance dans le sport ou la course à pied qui vous énerve le plus ? Il y en a beaucoup. Celle sur justement t'es trop gros pour courir. Vous l'avez dit Philippe tout à l'heure. Je pense que ça il faut vraiment arrêter. Tout le monde peut courir, à part bien sûr si on a des grosses pathologies. Enfin, on dit pas trop gros, on dit trop lourd. Trop lourd, voilà. Mais souvent, malheureusement, sur les réseaux, il y a ce mot gros qui revient, donc ça, je me permets de le dire. Mais c'est pas un gros mot, non. Mais les gens un peu plus violent peut-être. Les gens qui disent mais non, t'es trop lourd pour courir, tu vas détruire tes genoux. Exactement. Et non, c'est complètement faux. Au contraire, il faut pousser les gens à avoir une activité physique régulière, et la course à pied, c'est un excellent moyen justement d'être en bonne santé. Donc il y a vraiment aucune contre-indication, à part bien sûr qu'il y a des gros dommages, des gros problèmes. Des fois, on a eu un gros impact, un accident de voiture au niveau du genou, on a un genou qui est en mauvais état. Conseillez un spécialiste, allez voir si vous pouvez le faire. Mais en tout cas, juste si je peux me permettre, Philippe, c'est aux gens de leur dire, si vous avez envie de courir, faites le test. Commencez, faites 1 minute de marche, 1 minute de course, tout doucement. Essayez d'augmenter petit à petit, faites ça x4, x5, et tous les jours vous augmentez. Et vous voyez, si vraiment ça vous fait trop mal, peut-être que la course à pied c'est pas pour vous, mais si vous avez aucun souci, continuez et augmentez. Et faites-vous encadrer. Bon, dans votre livre, il y a un test pour savoir où vous en êtes. D'ailleurs, ça dure 10 minutes. Donc vous faites le test pour savoir où vous en êtes par rapport à votre état physique. Exact. Alors moi, je vous répondrais, de toute façon, c'est pas très grave parce que j'ai des bonnes chaussures qui sont bien amorties. Ouais, ça c'est vrai que j'aurais pu aussi parler de celle-là, mais les chaussures, on s'est rendu compte que le marketing a été très puissant. On nous vend des chaussures qui nous protègent justement les genoux avec des gros amortis. Or c'est faux, hein. On a eu la chance de recevoir Blaise Dubois dans notre podcast, qui est le fondateur de la clinique du coureur, qui a épluché en long et en large des études, et on se rend compte qu'au contraire le mieux ça serait d'avoir des chaussures plutôt minimalistes, car ce qui se passe, c'est que vu que les chaussures ont un gros amorti, on va avoir tendance à avoir un affaiblissement du pied. Tous les muscles du pied qui sont essentiels en course à pied, vu qu'on est vraiment sur des gros coussins, on les stimule pas. Donc ce qui se passe, c'est qu'aussi qu'on va avoir tendance à allonger la foulée. On a des foulées qui sont de plus en plus longues, et c'est justement vos genoux qui vont prendre. Donc je mets un petit mais.
ça peut quand même être intéressant d'avoir des chaussures bien épaisses si vous avez des douleurs de pied, donc une aponevrosite, douleur un peu au tendon d'Achille. Ça peut avoir un sens au début pour justement essayer de continuer à courir, pour protéger ces structures-là. Mais attention, il faut aussi en parallèle faire du renforcement du pied. C'est pas très très sexy, je le sais, mais c'est essentiel sur la course à pied. À noter dans votre livre qu'à la fin, il y a par groupe des exercices de renforcement. Donc. Exactement. En fait, ça me tenait à cœur aussi de faire un bilan en début de livre. Donc, je fais un bilan sur chaque articulation. Vous avez des tests où vous allez pouvoir voir l'état de votre hanche, de votre genou, de votre cheville, de vos lombaires, avec des exercices de mobilité et de renfort. Vous allez avoir plusieurs niveaux. Ça vous permet d'avoir une note sur 100, un pourcentage. Et après, vous pourrez vous référer à la fin sur différents programmes pour travailler justement la hanche, le genou et la cheville. On va revenir sur une croyance dont on parlait tout à l'heure et puis on va la rapporter à ceux qui se mettent à la course, qui peut-être ont décidé de se mettre à courir au mois de septembre parce que c'est un moment où il y a beaucoup de décisions. On disait tout à l'heure qu'il est préférable de courir 2 à 3 fois par semaine plutôt que de courir tous les jours. Ça, c'est une croyance, c'est un mythe. Complètement faux, c'est vrai. Après, tout dépend bien sûr aussi les séances que vous faites. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut débuter la course à pied, il a tout intérêt à justement travailler régulièrement pour adapter le corps, on l'a dit précédemment. Par contre, si moi, mon objectif, c'est peut-être de faire un marathon, de faire des séances qui vont être plus longues et créer justement du volume dans ces séances-là, donc faire des séances autour de 20, 30 km, je ne vais pas pouvoir faire 30 km tous les jours. Donc là, par contre, peut-être qu'avoir 3 séances dans la semaine où je vais faire 2 sorties peut-être longues et une sortie plus facile, ça peut avoir du sens. Tout est à contextualiser. Courir tous les jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va créer des adaptations très rapides. Donc votre corps, il faut imaginer, c'est comme une voiture. Vous avez 2 choses, c'est le moteur. Donc le moteur, ça serait votre VO2, la capacité à justement être essoufflé. Le VO2 pour tout le monde. VO2 max, schématiquement, c'est la taille de votre moteur. C'est est-ce que vous êtes capable justement de faire des efforts rapidement, l'essoufflement, tous ces paramètres-là, ça rentrait trop en détail, ça va être ça. Par contre, le deuxième point, ça va vraiment être la carrosserie. Et la carrosserie, c'est votre faculté à digérer et à encaisser ces impacts-là. Le meilleur moyen d'entraîner justement cette capacité-là à encaisser les impacts, c'est de courir régulièrement. Et ça peut paraître fou, mais moi, j'ai des débutants, je leur dis, courez 2 fois par jour. Courez 1 km le matin. Il n'y a pas que des débutants, vous dites même à ceux qui courent beaucoup, courez 2 fois par jour. Oui, parce que là, je parle justement de booster cette capacité à encaisser les impacts. Le mieux, c'est de le faire le matin et l'après-midi. Et après, sur de la performance pure, bien sûr que s'entraîner aussi 2 fois par jour, c'est top. Par exemple, vous allez faire un 20 km dans la journée. Il y a 2 possibilités, soit je fais 20 d'un coup, soit je me sens un petit peu fatigué. C'est un très bon moyen de couper le matin et l'après-midi. Comme ça, je peux encaisser ces séances-là. Toujours être à l'écoute de ces sensations, c'est hyper important. Mais pour ceux qui commencent, vous conseillez des distances qui pourraient faire sourire ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tellement elles sont petites. Oui. Vous savez, au début, il y a la foi du converti, donc on se dit, je vais aller au maximum de ce que je peux faire. Bien sûr. Donc vous conseillez de courir 1 km. Au début 1 km, allez, on va dire même jusqu'à 3, on va dire. La première fois, courir jusqu'à 3 km si vous voulez. Ça peut paraître pas beaucoup. Bien sûr, tout dépend le passé aussi de la personne. Est-ce que vous avez fait un sport où vous avez déjà couru, pas couru, etc. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc, prendre le temps. Et après, voyez, il faut vraiment imaginer, je pense, la course à pied. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est le voir sur du long terme. Le but, c'est pas de réussir votre 10 km dans un mois et réussir à faire 51 minutes ou 60 minutes ou 40. Le but, c'est de réussir à courir toute votre vie, car on sait que ça va vous permettre justement d'être en bonne santé. Et plus vous allez courir longtemps, plus vous allez marcher longtemps et plus vous allez aussi réduire le risque de chute. On sait que chez la personne âgée, là je parle bien longtemps. Oui, ça dépend de l'âge d'où vous partez. C'est exactement, mais donc plus vous allez garder cette capacité à courir dans le temps, plus derrière vous allez être en bonne santé, et pour moi c'est essentiel. Donc pensez surtout à durer. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué, c'est pour savoir si vous durez dans votre entraînement, c'est regardez comment vous vous entraînez. Est-ce que dans 10, 15, 20 ans, vous allez être capable de vous entraîner autant? Si cette réponse-là, c'est non, et peut-être qu'en ce moment, vous en faites un petit peu trop. Donc, vous êtes peut-être un peu plus à la recherche de la performance, et c'est très bien. Je ne vais pas vous faire culpabiliser. Moi aussi, je recherche des fois à faire des chronos, battre mes performances. C'est normal. Mais il faut
cibler ça dans un moment, dans une période de l'année, et pas faire ça toute l'année. Il faut savoir moduler justement sa charge d'entraînement. Donc, quand on commence la course à pied, donc il faut commencer sur des petits runs, comme vous dites. Petits volumes, fréquemment. Et après, si vous n'avez pas le temps de courir tous les jours, courez 3 fois par semaine, 4 fois. Je trouve que 3 fois par semaine, c'est le minimum si on veut essayer d'avoir des adaptations rapides. Après, si vous avez le temps de faire que 2, c'est pas grave. Et vu que c'est des petits volumes, ce qui est intéressant, c'est j'ai fini ma séance et derrière, je fais une petite séance de renfo. Au final, c'est super. Je fais mon renforcement musculaire. On sait que c'est hyper important d'avoir du muscle pour la santé. Je fais mon côté cardio et même sinon, je fais ma course à pied et je fais une petite séance de vélo. On sait que le vélo, il y a beaucoup moins de risques de blessures vu que c'est un sport porté. Donc, ça peut être un excellent moyen justement de ne pas être trop déçu en se disant je cours que 1 kg au début. Et vous dites qu'il faut augmenter progressivement en fait. C'est ça. Il y a des ratios. C'est ça. Ouais. J'allais le dire. Il y a 2 ratios qui sont importants. C'est le volume hebdomadaire, donc de la semaine. Combien vous courez de kilomètres par semaine. Donc par exemple, je cours 30 km. Et bien la semaine d'après, vous allez courir 10% de plus. Donc je vais être à 33 kg. Toujours essayer de faire attention. Pour les tout petits volumes, entre 0 et 20 km, on peut bien sûr augmenter. Là même, je dis 30, on pourrait jouer un petit peu plus. Mais dès qu'on commence à être sur du 40 km, 50 km par semaine, ça fait 5 km de plus par semaine. 10%, oui, ça fait beaucoup. Ouais, c'est pour ça, faire attention. Ouais. Et après, c'est la longueur des sorties. Ça veut dire que cette semaine-là, ma plus longue sortie, c'était par exemple un 10 km. La semaine d'après, je fais attention, j'essaie de me mettre à 11, 12 km. 1%, c'est très bien. Si vous êtes un peu plus pressé pour des objectifs de performance, allez peut-être à 20%. Mais attention, le mieux, c'est vraiment 10%, 10%, 10%. Donc voilà, vraiment, ces 2 paramètres, le volume hebdomadaire et le volume de votre sortie longue. Donc ça, c'est important. Donc plutôt prévoir plusieurs sorties que d'avoir une sortie hebdomadaire de 10 km. Bien sûr, c'est clair. Après, toujours pareil, qu'est-ce que je prépare ? Il y a les coureurs du dimanche, vous savez qu'il y a des gens qui courent que le dimanche et qui font... Et c'est très bien, qui continuent à courir, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas essayer de placer... Après, c'est pareil Philippe, est-ce qu'eux, ils cherchent à progresser ou est-ce qu'ils font juste ça dans une démarche plus santé, ils font la natation à côté, ils font du vélo, ils font un peu de renfo. S'ils font tout ça à côté, c'est très bien. Par contre, si leur seule activité physique, c'est de courir 10 km le dimanche, désolé, mais non, c'est pas suffisant. Il faut essayer d'en faire un petit peu plus. Donc, rajouter ces petits volumes dans la semaine, une petite séance de renfo aussi, et vous verrez, vous sentirez encore plus en forme. Et quelle utilisation faire du fractionné ? Le fractionné, c'est... au début. Pour moi, c'est très surcoté pour le débutant. Il faut faire attention, car on en parlait. Quand on va courir, on met des hauts niveaux de force, des gros impacts au niveau musculaire, surtout sur la chaîne postérieure, donc ischio, fessier. On va solliciter ces muscles-là, ou à basse intensité, on les stimule pratiquement pas, et on a plus de risques de se blesser. Donc c'est pour ça, pour le débutant, si vous courez 2 fois par semaine, et même 3, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire du fractionné. Après, si vous cherchez à faire des distances courtes, là, ça peut avoir un intérêt. Si vous cherchez à préparer un 5 km, un 10 km, une séance où vous allez chercher un peu plus d'intensité, c'est super. Par contre, je le vois souvent chez je me permets de dire débutants, mais pour des marathoniens qui veulent faire leur premier marathon, en fait, dans leur programmation, vous n'avez pas forcément besoin de faire du fractionné. Parce que la capacité, justement, et la qualité d'un marathonien, c'est de maintenir des hauts niveaux de force et maintenir une vitesse constante pendant 42 km. C'est-à-dire que là, la capacité, c'est vraiment de l'endurance musculaire. Le but, c'est pas de faire de la vitesse. Donc, il faut faire des sorties longues et mettre le focus sur ça. Après, si vous aimez faire du fractionné... attendez, parce que préparer un marathon, en gros, si on suit un programme, c'est combien de temps à l'avance ? Ça dépend de votre niveau. Moi, j'aime bien dire, si vous êtes débutant, que vous courez à peu près, un 10 km facilement, ça c'est bon. Débutant un peu confirmé quand même avec un 10 km. Vous sortez par exemple une fois par semaine, vous faites votre 10 km, celui du dimanche, comme vous disiez. Okay. Moi j'aime bien prendre, et je vais peut-être me faire un peu critiquer, mais j'aime bien prendre le temps, et je pense que 5-6 mois c'est bien. On prend le temps, on évolue, on voit comment ça se passe. La personne elle court une fois par semaine 10 km, on va lui demander de courir 42 km, sachant qu'il va falloir que toutes les semaines elle le court, ça prend du temps. Et si on veut prendre du plaisir dans ce qu'on fait et pas être écœuré le jour de la course, parce que moi j'en vois plein des marathoniens qui leur plus longue sortie c'est 20-25 km. Ce qui est déjà bien. Hein. Oui, ça paraît. C'est fou. Mais quand tu fais 20 km et que le jour de la compétition il faut en faire 42,
c'est pas une partie de plaisir. Le corps, il faut essayer de l'habituer et être le plus spécifique, justement, de la compétition. Si je cherche à faire 42 km, c'est bien que j'aille au moins toucher, pour moi, une fois, les 30-33 km. La question, c'est comment faire 42 km et ne pas se blesser après et pas se retrouver avec un mois de récupération derrière. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne préparation avant. Il faut être prêt pour cet événement-là, il faut savoir encaisser, il faut savoir avoir une gestion du volume de course à pied. Et c'est pour ça que si on augmente le volume, donc on court de plus en plus, et qu'en plus de ça, je fais du fractionné, vous avez plus de chances de vous blesser. Mais toujours pareil, si vous aimez faire du fractionné, vous aimez avoir un peu ce goût de sang un peu dans la gorge, il y en a certains qui adorent ça, continuez parce que vous aimez ça, donc prenez du plaisir. Mais si au contraire vous aimez la basse intensité, courir avec un podcast dans les oreilles, continuez à faire ça. Vous pouvez très bien faire des marathons en faisant que de la basse intensité. Voilà, Alexandre Prims, que vous suivez sur les réseaux sociaux, sur PAMS-thérapie avec un Y, qui donne des conseils en tout cas aux coureurs, notamment comment se préparer, faire de l'entraînement et éviter de se blesser. Et vous publiez Deviens ton propre coach du 10 km à l'Ultra Trail chez Thierry Soucard. Beaucoup de gens qui commencent à courir se demandent s'ils courent bien, si leur foulée est bien, si leur position, et la position du haut du corps notamment, parce qu'on pense souvent au bas du corps, mais pas forcément au haut du corps, au corps est bien. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour leur dire, en fait, tu cours bien, ta foulée, elle est juste De pas trop intellectualiser tout ça déjà, en première réponse, c'est peut-être paradoxal pour certains, mais il faut vraiment courir déjà, pas se prendre la tête, et plus vous allez courir et plus vous allez être économe aussi, ça c'est important, c'est cette notion économique, c'est-à-dire que vous allez dépenser moins d'énergie pour un effort donné, et plus vous allez courir, plus votre geste va devenir naturel, plus vous allez attaquer de la bonne façon. Il y a souvent ces débats de est-ce que j'attaque talon, est-ce que j'attaque pointe de pied, il y a des petits points. Quel type de coureur suis-je? Voilà, il y a toujours des petits points aussi pour moi c'est de l'optimisation. Sur des blessures, il faut faire attention peut-être, on sait que si par exemple j'ai mal au tendon d'Achille, appuyer sur l'avant-pied, ça a peut-être moins de sens parce que je vais stimuler un peu plus mon mollet. Donc je vais essayer d'être un peu plus médio-pied ou talon. Ça, oui. Après, si j'ai pas de douleur, honnêtement, ne vous prenez pas la tête. Il n'y a pas de consensus vraiment en disant attaquer sur l'avant-pied, ça va vous faire courir plus vite. On se rend compte par contre que les gens qui courent à des hautes vitesses, ils attaquent plutôt sur l'avant-pied. Et au contraire, sur l'ultra trail, on a notamment l'exemple de Ludovic Pomeré, qui a plus de 50 ans et qui est au top de la forme, qui a encore fait, je crois, top 6 à l'UTMB, qui attaque talon. Et des fois avant, on nous disait, oui, talon, ça abîme les genoux. C'est le contre-exemple parfait. Donc vraiment, courez, essayez de ressentir comment ça va pas, et ne vous prenez pas la tête avec ça. Juste mettez bien, s'il faut se concentrer et s'éduquer, c'est plus sur les méthodes d'entraînement, le volume, l'intensité, on en a parlé déjà. Faire attention à ces paramètres-là, et après la foulée, ne vous prenez pas la tête, juste peut-être pensez à être bien relâché. Souvent on voit, notamment avec les sacs d'hydratation, on peut avoir tendance un petit peu à avoir les épaules dans le cou, donc avoir les épaules bien basses. Et souvent, ce que je vois, c'est un manque de gainage. C'est des fois le bas du dos qui est un peu creusé. Je cours un peu avec les fesses vers l'arrière. Pensez toujours à rester bien droit. Et un bon repère aussi, c'est le bassin. De ne pas avoir trop d'inclinaison du bassin à gauche, à droite. Vraiment essayer de courir dans l'axe. Et après, c'est vraiment de la force. Donc, essayez d'en mettre et de rester bien droit. C'est du bon sens, honnêtement. Est-ce que vous faites partie de cette famille de kinés qui regardent les chaussures d'entraînement de leurs patients pour voir si on doit les corriger avec une semelle ou pas On le regarde surtout pour l'usure. Ça nous permet aussi d'avoir des repères sur l'appui. Mais là, c'est pareil. Ça, c'est aussi un débat sur quand est-ce qu'il faut changer ses chaussures. On a beaucoup de marketing aussi. 500 km, 600 km, 700. Honnêtement, tournez vos chaussures. Regardez ce qui se passe. S'il y a vraiment un côté qui est en lambeaux déchiré, oui, changez-les. Mais si tout va bien, honnêtement, vous prenez pas la tête. Et si vous n'avez pas de douleur, et on sait en plus on peut continuer à courir avec des chaussures qui sont quand même biseautées. Biseauté dans quel sens? Est-ce que c'est vraiment levé? Non, parce que ça va vous pousser dans un vice. Donc non. Par contre, si c'est juste j'ai mon adhérence derrière qui est un peu limitée, ou alors même souvent c'est sur le devant de la chaussure, j'ai le plastique qui est un peu déchiré. Si honnêtement vous vous en moquez du regard des autres et d'avoir un petit trou dans votre chaussure, vous pouvez courir, il y a aucun souci par rapport à ça. Mais vous expliquez que le changement de chaussure, ça peut être à l'origine de blessures. Justement, c'est ce que j'allais évoquer. Vous faites bien de revenir, j'avais complètement zappé. Et oui, on sait que
toute façon, c'est le changement de chaussure, mais dès qu'il y a un élément qui est extérieur, qu'on ne connaît pas, qui est inconnu, et bien là, on a un risque de se blesser parce que le corps, il s'habitue à quelque chose. Donc, même une paire de chaussures, même si c'est la même marque, prenez le temps sur la première semaine de la sentir. Déjà, juste ne serait-ce qu'au niveau des ampoules, hein, ça peut très bien arriver. Une grosse ampoule après un 10 km, pendant toute la semaine, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner ou pas vous entraîner normalement. Donc, vraiment, dès qu'il y a une modification, un peu comme si j'étais un débutant, je fais 3 kills et rien ne vous empêche à faire 3 km avec vos nouvelles chaussures. Vous changez les autres, peut-être que c'est un peu contraignant, et après vous recourez à vos anciennes chaussures. Et comment je me suis senti, comment ça va, bien, j'augmente progressivement jusqu'à retrouver mon volume d'avant. Une question qui revient souvent, c'est combien vous faites de kilomètres par semaine? Alors vous, par exemple? Moi, j'ai une approche qui a un petit peu évolué. Je faisais beaucoup d'ultra-trail avant, donc j'ai préparé un ultra, j'ai fait un 110 en Andorre, et je courais à cette époque-là aux alentours de 100-120 km par semaine, avec beaucoup de dénivelé, à peu près 3000-4000 de dénivelé par semaine. Là maintenant, je viens d'une famille où on aime beaucoup le vélo. Mes deux grands-pères faisaient beaucoup de vélo, donc c'est vrai que je me suis acheté un vélo, excusez-moi pour la répétition. C'est pas très grave. Ouais, si vous répétez le mot vélo, je vous promets, on coupera pas au montage. Ça marche. Et donc vous avez acheté un vélo. Et donc je me suis acheté un vélo et je prends beaucoup de plaisir. Et ça permet justement de croiser. Donc moi, je fais à peu près 40-50 km de course à pied maintenant par semaine. Je fais à peu près... Sur combien de séances? Sur 4-5 séances souvent. Je fais ça. Donc 5 séances de 10. Après, je fais beaucoup de vélo. J'essaie de faire à peu près 150. C'est pas beaucoup pour les hauts niveaux de vélo, mais je fais beaucoup plus de vélo qu'avant. Donc 150 km par semaine, à peu près à 200 km, et du renforcement musculaire. Après, c'est une passion et ça... Je prends du plaisir. On a la chance d'habiter à Marseille. Je pense que peut-être les auditeurs l'ont entendu avec l'accent. Ça, il l'a dit. Mais non, pas du tout. Non, vous n'avez pas du tout d'accent. Bon, ça va, nickel. Parfait alors. Non, je rigole. Je rigole. Non, c'était pour faire comme genre, vous êtes passé sous les radars. Okay. Non, vous êtes grillé. Ok, dommage. Vous avez la chance d'habiter à Marseille. On a la chance d'habiter à Marseille, en extérieur, et c'est vrai que c'est quand même agréable. Voilà. Ouais. Faites du sport en extérieur aussi, on sous-estime l'impact que ça peut avoir d'être dehors, de prendre le soleil, même si la vitamine D, on sait que c'est particulier, et voilà, c'est pas toujours le cas quand c'est l'hiver ou quoi, mais ne serait-ce que d'être dehors, surtout quand on est enfermé toute la journée, voilà, mettez vos chaussures et allez courir, ça fait du bien. C'est bon pour la tête, vous dites que c'est une pilule miracle pour la santé, et en plus c'est bon pour la tête. Alors, quelque chose qui m'a étonné, c'est que le bruit de vos foulées peut également jouer un rôle sur l'apparition ou non de blessures. Qu'est-ce que vous appelez le bruit de la foulée? Eh bien, on peut avoir une foulée de sanglier, donc c'est-à-dire une foulée qui va impacter, où on entend vraiment un gros bruit au son. Moi, je le vois avec des coureurs, quand on est derrière eux, c'est vraiment sur chaque pas, ça vient, ça tape, et là on sent vraiment ça vient impacter, alors qu'au contraire on peut venir absorber l'impact et avoir le moins de bruit possible. Donc si vous allez absorber cet impact, c'est vos muscles qui vont encaisser, mais toujours pareil, faire attention. Peut-être que si vous avez des muscles fragiles, on l'a parlé au niveau du mollet, attention à peut-être mettre un peu plus de bruit justement. Et si au contraire je me sens plutôt douloureux au niveau articulaire, là je vais chercher à venir sur la pointe du pied. La science est formelle sur le sujet. Il existe 2 types de renforcement musculaire qui permettent d'améliorer la performance en course à pied. Il y a le travail de force et ce qu'on appelle la pliométrie. Je voulais vous interroger sur la pliométrie parce que je ne savais pas ce que c'était. Qu'est-ce qu'on appelle la pliométrie? La pliométrie, c'est un travail de rebond tout simplement. C'est un travail de saut. Et pourquoi c'est important? Parce que vous dites que c'est très négligé et qu'on ne devrait pas. Parce qu'on le voit surtout chez des gens qui font des courtes distances, qui font beaucoup de gammes. Le travail pliométrique, c'est des gammes, c'est pratiquement la même chose. Donc c'est cette capacité de rebond sur le pied et surtout le faire pieds nus. Parce qu'on l'a dit, ces chaussures-là, elles vont avoir tendance à moins solliciter notre pied. Alors qu'au contraire, si on est pieds nus et qu'on vient travailler ces capacités de rebond, c'est très spécifique. On sait que le renforcement musculaire de la force max, c'est super. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. La pliométrie, c'est vraiment le geste qui est le plus spécifique du coureur. On est sur une jambe ou même sur 2 jambes, on va courir, sauter, pointe de pied, talon, on va vraiment reproduire et on va travailler la mobilité de la cheville également. Attention par contre, si on n'est pas habitué à faire ce type de séance, c'est très coûteux musculairement. Vous allez voir les mollets, ça va bien chauffer parce que justement nos pieds
sont anesthésiés entre guillemets. Donc prenez le temps, soyez progressif, 1 fois par semaine, 2 fois ou des tout petits volumes. Je me répète, mais ça fait toujours du bien. C'est bien parce que beaucoup cherchent des exercices pour travailler les mollets, qui ont des mollets de coq. Donc ça c'est bien, c'est important. Non mais c'est vrai, le mollet c'est ce qui est le plus dur de gagner. Donc ouais, bon après ça se travaille, hein, pointe de pied, donc sur une jambe, sur 2 jambes, jambes tendues, genoux fléchis. Mais vous dites que trop de coureurs négligent dans l'entraînement ce que vous appelez ce travail de mobilité, mais il est important. Bien sûr. Après, le problème qu'il y a aussi, c'est sur les réseaux ces dernières années, dans le monde de la kiné, on a un petit peu critiqué la mobilité, les étirements, en disant qu'il n'y avait pas de lien entre les deux, qu'il y avait pas que l'étirement n'avait pas un impact direct et significatif sur la prévention des blessures. On l'a beaucoup vu, je pense. Mais vous l'écrivez, vous aussi. Mais moi... est-ce qu'on n'a pas tendance justement à confondre étirement et échauffement ? Ah, ça n'a rien à voir. Non, mais je sais, pas la même chose. Mais on se dit, non, je pense que c'est... les étirements, ça n'a pas d'utilité, donc moi, en fait, c'est là où je suis pas d'accord déjà. C'est que, ok, il n'y a pas d'impact sur la prévention des blessures, ça, la science a l'air de dire ça, mais souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est que ces études-là, elles sont faites sur 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors que le fait de s'étirer pendant toute une vie, est-ce qu'à terme, il n'y a pas des effets sur le long terme qui vont être intéressants, comme garder une bonne mobilité, savoir s'accroupir, s'asseoir, on en a parlé avec les chutes chez la personne âgée, mais plus vous allez justement maintenir ces capacités et ces capacités fonctionnelles, plus vous allez être en forme longtemps. Donc est-ce qu'on ne voit pas la question, c'est avant un entraînement ou avant une course, est-ce qu'il faut s'étirer ou pas ? Là, c'est pareil. Parce que là, on peut parler de l'étirement en général, ou de l'étirement avant un entraînement ou avant une course. Bien sûr. Le mieux pour l'étirement, et ça, pour travailler justement la souplesse, ça serait plutôt de le faire en dehors des séances. Ça, tout le monde est d'accord. Après, on s'est rendu compte que faire des étirements avant une séance, il y avait une diminution de la force et de la vitesse. Mais, ce qui peut être intéressant en faisant des étirements avant, c'est qu'on peut justement gagner un petit peu en mobilité articulaire, et derrière je vais courir et je vais courir avec cette nouvelle mobilité que du coup je vais renforcer. Parce que dans la tête des gens, les étirements, c'est que je vais tenir une posture pendant 1 minute, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi être capable de, pour maintenir une nouvelle mobilité, générer de la force sur une amplitude. Donc ça peut être aussi un bon moyen. Donc les étirements avant, on n'en fait pas si on va faire une séance à haute intensité ou une séance de force en musculation. Mais par contre, si je fais un petit footing tranquille et je veux travailler ma souplesse, mais pourquoi pas venir un petit peu travailler mon complexe au niveau de ma cheville. Et après, derrière, avec ce gain articulaire-là, je vais courir dessus et je vais activer des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler sur cette amplitude. Là encore, autant faut-il savoir quels sont les bons étirements à faire et comment les faire et sur quelle durée. Vous savez, les gens, comme vous dites, voilà, ils font 1 minute, ils vont toucher leurs pieds, ils sont étirés. Mais c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de leur taper dessus pour eux, parce que déjà, s'ils font un petit peu d'étirement, c'est bien. Mais vraiment se concentrer sur la cheville, donc le travail de mollet au niveau de l'étirement, c'est très simple. Mettez votre pied sur une marche, vous descendez. Après, j'ai tout mis dans le livre, mais pour les gens qui nous écoutent et qui n'auront pas le livre, c'est vraiment pointe de pied sur un escalier, on descend le talon, jambes tendues, vous allez sentir directement le mollet. Travail quadriceps, c'est facile aussi, on a le classique où on vient attraper sa jambe, on vient étirer avec le dos droit, et après la chaîne postérieure. Faut que ça tire. Voilà, faut que ça tire, mais attention que ça tire pas trop. Ouais. Il faut pas non plus que je me contracte parce que ça tire trop. Il faut toujours être bien relâché, bien détendu. Et en termes de temps, excusez-moi Philippe, je vous ai pas répondu, c'est 1 minute à 1 minute 30. C'est le minimum. 3 fois, minimum. Ouais, 3 fois 1 minute. On sait que voilà, des postures un peu prolongées avec une bonne respiration, et sur chaque expi, essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, ça a une bonne efficacité. Et après une course ou un entraînement, ça a un sens de s'étirer ou pas ? C'est critiqué. Beaucoup disent non, ne vous étirez pas. Mais si, parce qu'en fait, vous avez plus de chances de vous blesser, de déchirer entre guillemets des fibres musculaires après une séance. Mais si vous êtes dans le contrôle, dans la gestion, que votre étirement il est maîtrisé, vous n'allez pas chercher trop loin, je préfère 100 fois que vous vous étirez à ce moment-là plutôt que pas s'étirer du tout. Mais c'est sûr que par contre, si vous étirez mal, vous tirez de toutes vos forces, il y a peut-être plus de chances de créer des lésions musculaires derrière. Bien, je voulais vous parler du syndrome de l'essuie-glace, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps. Ah, mais c'est pas grave. Hein. Mais juste pour les gens qui ont le syndrome de l'essuie-glace, le seul conseil que je pourrais leur dire, c'est ne courez pas sur la douleur. Arrêtez-vous avant et baissez le volume et mettez de l'intensité. Vous pouvez faire du fractionné justement et éviter les descentes surtout. Et si je peux, un dernier, c'est essayer de courir sur des terrains qui sont un petit peu
pas vallonné en termes de dénivelé, mais plus sur des sentiers où vous n'allez pas être régulièrement sur la même amplitude, à la même vitesse. Au contraire, il va y avoir une variation de votre appui qui va vous permettre justement d'avoir moins de douleur. Mais surtout, on ne court pas sur de la douleur avec le syndrome de l'essuie-glace. Bien, Alexandre Primes. Alors, votre livre s'appelle « Deviens ton propre coach du 10 km à l'Ultra Trail » chez Thierry Soucard. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, notamment PAMS-du-6 Thérapie. Vous avez aussi un podcast. C'est ça, exactement. Et on en a eu des invités en commun. J'ai regardé d'ailleurs pas mal de vos émissions avec Mathieu, NutraStream, avec Fabrice Kuhn. Et c'est, Fabrice Kuhn, voilà, que vous avez reçu. Grande référence. C'est sûr, on a eu la chance d'avoir Marion Kaplan aussi, on en a parlé. Et c'est toujours ce plaisir d'échanger, partager des informations avec des médecins sur la nutrition, le sport. Et c'est vraiment une partie du métier que j'adore faire. Et d'ailleurs, c'est un petit peu bizarre de me retrouver de l'autre côté, mais en tout cas, Philippe, vous avez été parfait. Pourquoi ? Bon, moi j'aime bien poser les questions, m'intéresser. Là au final c'est pas moi qui apprends, vous m'avez pas appris grand chose Philippe. Mais par contre j'aime bien apprendre des autres, donc j'espère que je vous aurai appris peut-être un petit peu aujourd'hui quelque chose. Ouais. J'espère. Qu'on pouvait courir 2 fois par jour, voilà. Et qu'au début il fallait même 1 km par jour, plusieurs fois par semaine, c'était bien. Très bien. La prochaine fois, je vous invite avec plaisir sur le podcast et c'est vous qui m'apprendrez des choses parce que je pense que vous avez plein à me raconter. On parlera du rugby, ça sera autre chose. Allez, parfait. Bien, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la captation de cette vidéo sur la chaîne YouTube. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.